Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette table ronde. Donc, on va parler pendant 1 heure de la collaboration Startup Grand Groupe. Donc, dans un contexte où l'innovation et l'agilité sont plus que jamais essentielles, nous allons explorer ensemble les leviers, les freins et les bonnes pratiques pour bâtir des collaborations durables. Et pour ce faire, on va croiser les regards de plusieurs intervenants. Donc cette table ronde, il va y avoir 2 temps forts. Donc un premier temps fort, ça va être une discussion à 2, et puis par la suite à 4. Donc pour ma part, je m'appelle Alexandre Lecomte, je travaille au sein de BPI France Le Hub. Donc BPI France Le Hub est une structure d'accélération des startups dans lesquelles BPI France est investisseur. Donc en quelques chiffres, BPI France c'est 8 milliards sous gestion. Donc on investit 8 milliards dans l'écosystème startup pour environ 350 startups. Donc au Hub, on est 25 et on est dédié vraiment à ce portefeuille d'investissement. Et on les accélère sur tout ce qu'elles peuvent avoir besoin. Donc sur la partie recrutement, sur la partie mission de conseil, marketing événementiel et sur la partie commerciale. Donc ça veut dire qu'au quotidien, on connecte les startups de notre portefeuille aux grands groupes pour générer des synergies business. Et donc l'année dernière, on a généré environ 8 millions de chiffres d'affaires. Et c'est vraiment ce sujet de la collaboration startup grand groupe qu'on va aborder durant cette heure. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vous demande d'accueillir Julie Huguet, directrice de la French Tech, de la mission French Tech. Donc la mission French Tech est une administration publique à vocation de soutenir la structuration et la croissance de l'écosystème français, des startups en France et à l'international. Donc sans attendre, je vais directement te poser la première question pour que tu puisses nous raconter. Donc quelle est la genèse de Je choisis la French Tech et quel bilan tu peux en tirer jusqu'à présent ? Merci pour l'invitation déjà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La genèse, elle est très simple. Ça fait des années que les grands comptes ont envie de travailler avec les startups, que les startups ont envie de travailler avec les grands comptes. Et pourtant, il persiste encore des différences dans la manière de travailler, dans la manière de faire du business, des temps longs, des temps courts. Enfin, c'est pas très simple en fin de compte. Et depuis des années, on essaye et on a un peu du mal à le faire aussi parce que cet écosystème de startup, il a dû se structurer. Il est assez récent finalement. L'écosystème startup à 12 ans. Donc finalement, il a fallu aussi ce temps-là pour permettre aux startups d'émerger, de se structurer, de devenir matures et de pouvoir enfin travailler avec les grands comptes. Et donc il y a plus que ça d'ailleurs, en 2023, donc il y a 3 ans maintenant, le programme Je choisis la French Tech est né de ce constat qui est qu'on a envie de travailler ensemble, mais on n'y arrive pas encore très bien. Et donc, quand il y a des grandes transformations culturelles et structurelles qui doivent être accompagnées, transformées, eh bien, c'est important de travailler en collectif et donc de pouvoir accompagner une transformation et en tout cas, accompagner la transformation de différentes manières, puisqu'il ne s'agit pas de se dire on va travailler ensemble pour y arriver. Et donc pour lancer cette transformation, le programme a été lancé donc à l'époque par Jean-Noël Barrot et par Clara Chapaz lorsqu'elle était à la mission French Tech, avec une première motivation qui était de réunir tous les acteurs, donc les grands comptes publics, les grands comptes privés, les startups, mais aussi surtout les partenaires, tous ceux qui font l'écosystème. Donc évidemment BPI Le Hub qui fait un travail formidable sur ce sujet. Je pense à des partenaires comme par exemple le MEDEF, comme France Digital, comme les capitales et communautés de la French Tech. Qui ont donc tous travaillé ensemble et se sont mis autour de la table, d'abord pour lister un peu ces freins, les freins dont vous allez parler aujourd'hui dans la table ronde, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il y a des bonnes pratiques, il y a quand même des choses qui marchent. Il y a des grands groupes qui arrivent à travailler avec des startups, donc pourquoi, comment et quelles sont les problématiques et pourquoi on n'y arrive pas aussi et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble. Donc tout est parti de là, avec des groupes de travail qui ont débouché sur tout un tas de solutions. D'abord des formations, dont DAPI, qui est opéré évidemment par le Hub, donc par BPI, qui a vocation de former les grands comptes au travail avec les startups, et ça c'est essentiel. Nous on a lancé également une formation, Je choisis la French Tech Academy, pour former aussi les startups à mieux répondre aux enjeux de la commande publique, qui est un peu une nébuleuse. Donc à chaque fois qu'on voit qu'il y a finalement des sujets qui nécessitent vraiment d'être formés, de mieux comprendre, de s'acclimater, eh bien, la formation est une des réponses. Évidemment, ce n'est pas la seule. Les mises en relation sont indispensables. On a organisé dans le cadre du programme plus de 12 000 mises en relation
Ces mises en relation, elles sont opérées par l'ensemble des partenaires du programme. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un événement qui est labellisé Je choisis la French Tech au sein de Big, et qui permet donc de faire ces rendez-vous qualitatifs entre les grands comptes et les startups pour découvrir les solutions. Donc la formation, les mises en relation de matchmaking. Et puis, il y a cet enjeu aussi de montrer, et ça c'est essentiel, les use cases. Concrètement, l'écosystème des startups est devenu mature et les grands comptes, comme n'importe quelle entreprise, les TPE, les PME, peuvent adopter ces solutions de manière très facile sans avoir à tout développer en interne. Et je pense qu'avec l'intelligence artificielle et les enjeux qu'on a à vraiment adopter ces solutions d'intelligence artificielle, utiliser les startups, c'est essentiel. C'est un moyen d'arriver à se transformer très rapidement. Et donc, ces use cases, ils sont importants. Pourquoi ? Parce que plus on communique sur les startups par le prisme de leurs solutions de ces use cases, plus c'est facile aussi de travailler ensemble, de se projeter et de se dire « Ah tiens, c'est ça que je peux réaliser avec les startups ». Et donc, on voit que c'est une véritable transformation culturelle qui est réussie. Pourquoi ? Parce qu'il y a 10 ans, on parlait des startups que par le prisme des levées de fonds. Et aujourd'hui, on comprend mieux ce qu'elles peuvent nous apporter comme solution. Voilà, donc c'est un petit peu ça le programme, c'est-à-dire que c'est vraiment une approche qui finalement est très complète. On vient accompagner la transformation de plein de manières avec énormément d'acteurs parce que c'est uniquement en utilisant le collectif qu'on peut y arriver. Et nous, on le voit dans les grands comptes qui sont engagés dans le programme. On a 700 entreprises engagées dans le programme, 11 grands comptes, dont Capgemini, qui fait partie de la table ronde, qui nous a rejoint récemment, qui se sont engagés financièrement à vraiment travailler avec des startups françaises. Donc c'est une véritable transformation et c'est très concret. Eh bien, ces entreprises qui sont engagées dans le programme, elles nous le disent, et nous, on le voit au quotidien. On a besoin de l'humain, on a besoin du collectif. Ce programme, il est porté par les hommes et les femmes qui travaillent dans ces grands groupes, qui poussent la transformation. Parfois, ça part par le bas, ce sont des utilisateurs, parfois, ce sont des directions métiers, parfois, ce sont des acheteurs. Parfois, ça part par le haut, ça va être un CEO qui va dire « Tiens, maintenant, ça serait bien qu'on commence un peu à chasser en meute, à avoir ce réflexe de souveraineté, à réduire nos dépendances par rapport aux solutions internationales. » Et donc voilà, et ça c'est important, c'est clé, et c'est clé parce que les relations elles restent encore compliquées entre grands comptes et startups, on travaille encore différemment, et donc c'est vraiment l'humain qui fait qu'on arrive à travailler ensemble, et on nous le dit tout le temps, on me l'a encore dit hier soir dans un dîner où une startup m'a rappelé à quel point il avait eu du mal à rentrer dans un marché public, et c'est finalement en se posant à la table, en disant mais non on se comprend pas du tout, qu'on arrive à trouver des solutions. Donc on est à une période où on a des résultats qui sont positifs. Les relations entre grands comptes et startups ont été multipliées par 10 en 4 ans. Donc c'est très positif. En revanche, il reste encore du travail, on le sait, et je pense que vous allez un petit peu parler de toutes ces frictions qui persistent encore. Et donc vraiment la réponse, j'insiste, mais c'est le collectif, c'est l'humain, c'est ce que vous allez en faire, c'est le fait de prendre ce temps de se découvrir et de travailler ensemble. Merci, riche programme. Et quelles sont les perspectives qu'on peut attendre de ce programme ? Les perspectives, elles sont multiples. Je crois que vraiment, c'est aujourd'hui une start-up pour se développer, pour se structurer, elle a besoin de business avant tout. C'est encore plus important que l'investissement. Donc les perspectives, c'est faire grandir notre économie, l'innovation, avoir des géants de la tech, être souverain dans des domaines qui sont clés pour notre pays, pour vous, pour vos entreprises, savoir où sont collectées vos datas, etc. C'est utiliser les solutions françaises, c'est ça. Et donc notre objectif, c'est vraiment de se dire que, à la fois pour les start-up, pour faire grandir ces géants ici en France, en Europe, on a besoin de continuer à développer le programme, et puis à la fois évidemment pour prendre le virage des nouvelles technologies pour toutes les entreprises qui doivent se mettre à l'IA, qui doivent se mettre à la cybersécurité. C'est un véritable enjeu, je crois, de continuer à développer ces relations. Merci beaucoup en tout cas pour la deuxième partie. C'est bon. Merci pour la deuxième partie. Merci. Pour la deuxième partie, je vous demande d'accueillir Camille Petrucci, donc directrice commerciale de School Lab, qui est un studio d'innovation qui accompagne notamment les grands groupes sur cette thématique. Bienvenue. Également, Mathieu Deboeuf-Rouchon, directeur co-innovation de Capgemini. Et Alexandre Garret, directeur des opérations de SecLab, qui est une start-up en cyberprotection des systèmes critiques. Moi, je le mets là et vous là. On se met là-bas ? Oui, moi, je le mets sur l'extrémité. T'as un micro ? Il y a un micro. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet de cette deuxième table ronde.
Question pour Camille, pour commencer. Donc, comment percevez-vous l'évolution entre les startups, PME et les grands groupes dans l'écosystème actuel ? Bonjour à tous, merci de m'inviter, je suis ravie d'être là. Julie le disait, mais on assiste aujourd'hui à une grande transformation dans les relations start-up, PME et grands groupes. Il y a beaucoup de collaborations par le passé qui étaient là pour coger de la case d'innovation. On faisait des POC, on faisait une démo et puis ensuite, ça s'arrêtait un petit peu là. Aujourd'hui, on est dans une autre logique. La collaboration, ça devient un levier stratégique. C'est plus une expérimentation. C'est un vrai levier de performance et puis d'impact. Les startups, elles sont plus seulement vues comme des laboratoires d'idées. Elles apportent des solutions concrètes sur des enjeux qui sont clés. Julie le disait, mais digitalisation, IA, transition énergétique, expérience client. Et puis, de leur côté, les grands groupes, elles vont mettre à disposition leur puissance, industrialisation, distribution, capacité à déployer à grande échelle. Ensuite, je pense que ce qui change vraiment, c'est la recherche d'un impact qui soit mesurable. On veut innover, on veut collaborer, mais on a besoin de prouver que ce qu'on fait, c'est mesurable et que ce soit aussi durable et soutenable. On le voit de plus en plus, nous, avec les collaborations qu'on a à School Lab, les ponts start-up grands groupes, on a besoin de prouver que économiquement c'est viable, en termes environnementaux, qu'on va vers des choses qui sont durables et puis également qu'il y ait de la dynamisation des territoires et que ce soit socialement intéressant. On fait plus d'époque ou des collaborations pour dire qu'on innove. On veut que les projets ils passent à l'échelle et puis que ça transforme un petit peu le quotidien. Je pense qu'on est en train de passer du symbole à la preuve. Demain, enfin aujourd'hui déjà, mais demain, ce qui fera la différence, c'est pas d'avoir annoncé 10, 15, 20 partenariats cette année, mais c'est de pouvoir démontrer l'impact concret qu'un généré 1 ou 2 partenariats et puis la valeur réelle que ça va créer sur le terrain. Merci. Alexandre, donc selon vous, quelles sont les principales différences de perception lorsqu'un grand groupe échange avec une start-up et quelles en sont les implications ? Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'en fait, le premier point, c'est un rapport d'échelle. Il y a un rapport d'échelle qui est évident. On est une start-up, une petite entreprise face à une grande entreprise. Mais ce rapport d'échelle, il va se concrétiser sur en fait, toutes les briques d'accès à l'entreprise. Quelques exemples assez simples. Quand on passe sur, par exemple, un aspect contractuel, quand on arrive déjà jusque-là, mais quand on arrive sur les aspects contractuels, la plupart du temps, bien évidemment, il y a des refus de contrat, il y a des impositions, on impose son contrat, et puis après, assez facilement, on est dans une négociation juridique. Et là, c'est un des exemples de rapport d'échelle ou d'asymétrie en fait, entre les organisations. C'est que nous, on est tout seul pour les négocier le contrat. Voilà, on doit forcément faire un peu tout. Et en face, vous avez 5, 6, 7, 8 juristes qui vont être là. Et ça, c'est un exemple simple. On va le retrouver sur tous les aspects, en fait, et sur toutes les composantes de l'entreprise en face de nous. Et en particulier aussi sur l'innovation. Quand on est sur l'innovation, tu le disais un peu, sur les POC ou moins les prototypes, nous, on a une activité de hardware. Donc, c'est pas la mode, mais c'est essentiel, en fait, le hardware. Donc, quand on a une activité de hardware et qu'on arrive sur des phases d'innovation, forcément, on est sur des temps qui sont alors déjà un peu plus longs que ce dont on a l'habitude en ce moment, parce que le soft, ça va vite, l'IA, ça va vite. Le hardware, c'est un petit peu plus lent. Et puis, je l'entendais en intro, il y a une histoire de temps tout court et de temps long. C'est-à-dire que la startup va avancer très vite sur certaines phases, et puis on va s'arrêter pendant un certain temps, parce qu'effectivement, il y a des process qui doivent s'exécuter au sein d'une rencontre. Et tout ça, forcément, en face, nous, ça donne un espèce de pic et de graphe qui est assez compliqué à gérer entre des investissements qui sont faits, qu'on fait assez rapidement, et des temps longs qui vont finalement... On ne sait pas d'ailleurs des fois combien de temps ça va durer. Donc voilà, ça c'est une vraie complexité. Et puis le deuxième point, je pense, c'est la notoriété des startups. Donc ça a été dit en intro aussi, il y a pas mal d'éléments pour essayer de faire mieux connaître les startups au sein des grands groupes. Mais ça reste un sujet, il y a un problème aujourd'hui. Voilà, l'accès, en fait, la première discussion, le fait qu'on pense à nous, voilà, je pense que c'est un des premiers points aussi. Merci beaucoup. Donc Mathieu, Capgemini, je pense que vous êtes plus que 350 000, peut-être 400 maintenant. Donc forcément, cela explique en partie l'inertie des grands groupes, mais j'imagine pas que. Et comment vous êtes structuré en interne justement pour accélérer le rythme et pallier au temps long en essayant de favoriser aussi le temps court? La question devait tomber sur moi. Donc bonjour à tous.
déjà, naturellement, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'inertie. Je vais vous prendre l'exemple souvent simple, le NDA. On discute avec beaucoup de startups, naturellement. La signature d'un NDA, de toute façon, même si on l'accélère, nécessitera plus de temps chez nous que dans une startup où à 10, 15, 20, 40 ou 50 collaborateurs, le CEO peut prendre l'engagement tout de suite du NDA. Nous, c'est un peu plus compliqué. Ça remonte à différents niveaux. Le juridique du compte y passe, le juridique peut-être du global aussi, s'il y a des éléments internationaux. Donc forcément, mais ça, c'est pas propre à Capgemini, c'est propre à tous les grands groupes. Les grands groupes sont des entités complexes, des réseaux de ramification, de comptes, de contenu, d'industrie, d'expertise. Et donc forcément, ça prendra un peu plus de temps. Donc nous, on les limite. Et on tente de les limiter en ayant un vrai focus. On sait très bien que le problème, c'est pas le quoi, le problème, c'est qui. Donc, qui porte le sujet, qui le traite jusqu'au bout et qui ne se décharge pas de la responsabilité au fur et à mesure où son périmètre pourrait être amené à ne plus être dans la signature potentielle d'un NDA ou d'un avancement de projet avec des startups. Donc ça, c'est un point qui est clé. Ensuite, l'organisation telle qu'on a pu la voir fait qu'on a des accélérateurs et qui sont très utiles. On a, alors nous, c'est pas plusieurs milliards, mais c'est c'est plusieurs dizaines de millions, un fonds qui s'appelle Venture, et donc c'est une entité qui est spécialisée dans le rapport avec les startups, leur facilitation d'accès au réseau interne. Parce que naturellement, quand vous touchez quelqu'un chez Capgemini, on est 400 000 dans le monde aujourd'hui, entre la partie que je vais pouvoir porter innovation chez Capgemini Engineering, qui est une entité, et d'autres entités qui seraient plus dans d'autres spécialisations, naturellement, le réseau, il est tentaculaire. Et donc, travailler avec Capgemini, au sens large, déjà, c'est identifier la bonne personne. Donc, il faut ces accélérateurs. Et puis ensuite, c'est notamment les centres d'excellence qu'on a pu créer. Moi, je dirige celui qui est dédié à l'innovation et qui a l'avantage de ses inconvénients, traiter de toutes les industries avec toutes les expertises qu'on peut développer. Donc, je ne vais pas être associé à embedded software, par exemple, ou à cybersécu. Je vais vraiment être associé à l'innovation au sens large et à cette accélération qu'on pourrait faire en ayant à cœur d'identifier la bonne personne qui va drumbeater le sujet pendant toute la durée et accélérer ces phases qui évitent les silos dont tu parlais il y a un instant et qui font que naturellement il y a des vagues, un moment où ça va très vite parce que on a le bon contact, il est chaud et puis il faut avancer. Donc c'est comme un lead qualifié dans un funnel marketing, hein. On a le bon contact, on a la disponibilité d'esprit et puis on essaie aussi d'avoir le bon momentum. Ce qui n'est pas facile forcément avec les startups, c'est d'avoir ce momentum où on a le lead commercial potentiel pour collaborer ou le lead avec un bon prototype à créer et essayer de créer ces éléments. Mais j'en reviens toujours au sujet, c'est qui porte le point d'aller jusqu'au bout avec la start-up parce qu'il faut quelqu'un qui ait son bâton de pèlerin. Et dans la complexité qui sont les nôtres, les inerties sont naturelles. Et c'est juste qu'il faut effectivement faire en sorte que pour les startups, on minimise ce temps d'inertie qui pour nous est dans notre quotidien, mais qui fait que pour l'accélérer, et Dieu sait qu'on l'accélère, hein, je peux vous dire que les transformations sont permanentes, donc les inerties sont minorées au maximum. Donc c'est vraiment des éléments à avoir en considération, mais notre complexité fait qu'on ne pourra pas les enlever. Elles sont propres à la cohérence aussi d'adressage des sujets pour qu'à 400 000 personnes, on parle d'une même voix. Et ça, souvent, on ne l'entend pas quand on est une start-up, mais ça fait partie de notre ADN, et c'est pour ça que les grands groupes sont aussi des grands groupes. Merci. Il y a un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la souveraineté. Et en fait, on constate dans l'écosystème que certains grands groupes favorisent la scale-up qui vient de l'international à la jeune start-up française qui arrive avec une belle techno et une belle équipe. Et donc Alexandre, la question est pour toi, c'est comment faire pour qu'une start-up française puisse s'imposer face aux mastodontes qui arrivent de l'étranger avec des levées de fonds potentiellement de 100, 200, 1 milliard Alors la souveraineté, oui, c'est un débat depuis plusieurs années. Et dans mon domaine, dans la cybersécurité, ça devrait être quand même un vrai sujet. Mais ça n'en est pas forcément un d'ailleurs pour la plupart des entreprises. Donc oui, c'est un débat compliqué, surtout quand on voit que finalement, si je regarde de par ma fenêtre, on arrive à croître plus rapidement international qu'en France. Donc c'est quand même assez anormal sur le fond. Et j'ai envie de prendre un peu une analogie, parce que c'est ce qu'on rencontre avec des grands groupes. C'est par exemple, je sais pas, vous êtes dans un séminaire, vous allez devoir concevoir votre équipe pour un challenge sportif. Et ben vous allez regarder tous ceux qui sont en face de vous. Puis allez dire, il y a le petit français, il est sympa, il est bon techniquement, mais un peu chétif, il n'est pas très grand, bof. Mais il est sympa, mais quand même. Puis à côté, il y a l'Américain qui est un peu plus grand, qui est costaud, et on se dit, finalement, je vais peut-être plus le prendre lui parce que je vais avoir plus de chances de gagner. Et c'est un peu ça
qu'on a aujourd'hui quand on s'adresse aux grands groupes français, c'est que finalement, on compare la start-up ou la scale-up française à des entreprises américaines qui sont déjà plus établies. Mais ce qu'on oublie la plupart du temps, c'est qu'elles ont grossi avec leur marché local. Silicon Valley, il y a de l'innovation, mais il y en a, voilà, il y en a beaucoup en France aussi. De l'investissement, on commence à en avoir en France aussi, voilà, contrairement à ce qu'on peut dire. Ce qui manque, c'est en fait qu'on nous aide à grandir sur nos marchés nationaux. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Quand elles arrivent, c'est tout simplement parce qu'ils ont une vraie politique de protectionnisme où ils vont acheter américain avant d'acheter autre part. Après, ça arrive souvent sur le marché anglais, enfin du moins quand je parle de cybersécurité, et après en France. Donc forcément, elles ont déjà une taille suffisamment grande, beaucoup de références, et nous, on arrive en face, et on dit, ben oui, mais on a besoin de vous, en fait. On a besoin de vous de la même manière qu'eux ont besoin de leur marché local il y a quelques années. On a besoin de vous pour grandir, pour avoir ces références. Et moi, voilà, on a la chance d'avoir EDF, qui est un client depuis très longtemps. Ça nous aide énormément à l'international. EDF, c'est une boîte qui est reconnue à l'international. Et ben, ça nous fait gagner des marchés grâce à ça. Et on a besoin de ces références des grandes multinationales françaises pour pouvoir aller encore plus vite à l'étranger. Et je disais en intro qu'on croit plus vite à l'international qu'en France, particulièrement au Moyen-Orient et en Asie, où là, il y a un vrai choix géopolitique qu'on voit peu en France. On se dit, ben non, finalement, je veux ni chinois ni américain. Donc on se retourne vers les Européens. Les Européens, c'est finalement un gage de confiance. Et ils vont choisir des technos européennes avec ce contexte géopolitique au sein de l'entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un an et demi, là, il y a un éditeur américain qui avait fait une mise à jour non voulue. Voilà, ça a planté je ne sais pas combien de systèmes dans le monde entier. Si ça, on imagine que c'est voulu, volontaire, on imagine tout de suite l'impact. Donc on a besoin, même pour la résilience, d'avoir des acteurs souverains, des acteurs français, voire européens. Et je crois que dans notre domaine, voilà, c'est un peu dommage. Et la dernière chose, c'est qu'on entend souvent, oui, mais c'est plus facile d'aller expliquer aux autres d'avoir pris l'américain, parce que déjà, ma boîte, elle est un peu aux US aussi, elle va être dans d'autres plaques géographiques, et on ne me reprochera jamais d'avoir pris la boîte américaine qui est un peu plus connue. Voilà, moi, c'est aussi des fois un peu de courage ou de volonté pour pouvoir faire briller nos acteurs nationaux. Merci d'avoir exprimé ce constat. Ce qu'on peut considérer, c'est que il faut surmonter les biais culturels et organisationnels pour vraiment accélérer cette collaboration start-up grand groupe et jouer collectif à travers un mot qui est un peu galvaudé, mais la souveraineté. Donc il faut vraiment favoriser notre écosystème français. Donc sur cette partie de la table ronde, maintenant, on va parler de la gouvernance et cadre de confiance pour justement que les startups puissent accélérer. Donc Camille, quelle structure de gouvernance un grand groupe doit-il adopter pour favoriser justement ces futurs succès de la collaboration startup grand groupe ? Je pense que la gouvernance, c'est clé, c'est le cœur du succès. Et vous en parliez tout à l'heure, Mathieu, en disant, voilà, nous, on a une certaine inertie, on a un grand groupe. Vous, Alexandre, côté start-up, nous, on a besoin d'avancer vite, etc. Et je pense qu'il faut permettre que ces deux mondes se rencontrent pour que ça puisse fonctionner, parce que fondamentalement, on ne parle pas le même langage. Donc, il faut mettre en place des choses qui fonctionnent. Donc, nous, ce qu'on voit, il y a 3 ingrédients qui permettent que ça fonctionne. Il faut des gouvernances qui soient resserrées et agiles. Un sponsor exécutif, alors ça dépend de l'envergure et de la dimension du projet, mais soit on va parler d'un membre du COMEX ou d'une direction métier qui va se porter garant de ce projet, qui va être capable aussi de trancher en cas de blocage et de porter le projet au plus haut et d'éviter justement de passer par 8 échelons juridiques. On peut se permettre d'avoir une personne côté juridique qui peut trancher et de se dire ok, c'est le bon moment et on va passer à l'étape suivante. Ce qui m'amène au deuxième point assez naturellement, c'est d'avoir un comité de pilotage qui soit mixte, avec côté grand groupe une équipe pluridisciplinaire qui va avoir un représentant, on va dire, innovation ou métier, un représentant IT, légal, enfin ça va dépendre du projet, mais d'avoir 3-4 personnes, on va dire 5 maximum, pour éviter de retomber dans cette lourdeur. Finalement, on est 8 autour de la table et finalement aucune décision ne se prend. Et puis côté start-up, d'avoir pareil les bons interlocuteurs, les fondateurs, et puis ensuite l'équipe opérationnelle si nécessaire, et puis d'avoir des comités de pilotage et d'instances qui soient assez réguliers, pas trop non plus, et qui permettent d'avancer, de cadencer le projet, de suivre les bons jalons. Et puis en dernier point, je dirais des process qui soient justement accélérés avec un fast track pour éviter que la start-up elle soit justement noyée dans des procédures achat, IT,
conformité. Je vous parle de ça parce que le rapport au temps, c'est finalement le rapport à la capacité de pouvoir survivre ou pas. Donc une start-up, elle peut fondamentalement mourir dans les 6 mois, donc elle n'a pas le choix que d'aller vite, là où évidemment un grand groupe, cette perception du temps va un petit peu se distendre. Et donc, je pense que la rencontre entre ces deux mondes, ça va permettre d'accélérer ces collaborations, et côté grand groupe, de voir qu'on peut faire des choses correctement en allant un petit peu plus vite, et puis côté start-up, qu'on peut se permettre d'aller vite tout en structurant et pas que ce soit entre guillemets un flou artistique. Et c'est tout ça qui va permettre de créer des bonnes collaborations, des belles collaborations, et qui va transformer des sessions d'expérimentation en déploiement durable. Merci. Et même question pour Mathieu, donc Capgemini. Est-ce que justement ta gouvernance a été transformée pour éviter de se retrouver à 10 contre 1, mais plutôt du 2 ou 3 contre 1? Et comment vous abordez la notion de risque face à une start-up? Alors, il y a beaucoup de questions en une. La première, c'est qu'on est extrêmement rapide. On est extrêmement rapide comme des grands groupes. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il faut laisser le temps à ce que les éléments diffusent. On est de moins en moins sur les projets, et effectivement, quand je disais le qui porte le sujet, c'est l'essentiel, c'est parce que ça fait une seule interface pour faciliter auprès des startups la plupart du temps les sujets. Après, il faut aussi savoir que souvent, les startups ne savent pas forcément, alors pour beaucoup, on les scrape au fur et à mesure, mais au début, ce qu'on peut faire ensemble. La notion de risque, elle est évidente. Si nous, on vend à nos clients un engagement, une excellence opérationnelle, un risque associé, tous ces éléments font que naturellement, si on collabore avec une start-up, il faut qu'on s'assure de la robustesse technique, de la cession potentiellement de l'IP et de tous ces sujets. Donc moi, ce que je crois beaucoup, et ça s'est confirmé, c'est 3 ou 4 dernières années dans toutes les collaborations industrielles qu'on a pu faire, parce que moi je veux plutôt porter la partie vraiment encore une fois engineering, donc prototype de voiture, interface cerveau-machine, tout ce qui va tourner sur la supply ou le product and quality control, donc c'est vraiment des sujets purement industriels. Quand une start-up vient chez nous, c'est plutôt une deep tech généralement. On a des gens qui sont dans le dur du métier. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut initier en fonction de la maturité de la start-up de plein de manières différentes. On peut les prendre avec un indice de TRL très très faible. Et là, le sujet, c'est comment est-ce qu'on collabore ensemble à développer une preuve de concept, un prototype plus robuste, intégré dans notre écosystème ou intégré chez un de nos partenaires potentiellement. Donc ça, ce sont des premières briques de collaboration qui sont des engagements d'investissement de notre partie, mais aussi de la start-up. Donc du temps à passer avec nous, à appliquer leur technologie, avec les sessions d'IP qui vont avec, toutes ces discussions que nous pouvons avoir et qui rendent naturellement le sujet compliqué. Et puis de s'assurer ensuite, dans ces phases-là, de pouvoir monter en charge. Et c'est là qu'en fait, les centres d'excellence qu'on a pu créer permettent ces accélérations. Et donc, des collaborations avec les startups, on va pouvoir les avoir à différents niveaux de maturité business, que ce soit de la preuve de concept et de la validation d'ordre technologique, et du travail après ensuite pour monter en charge, et que nous, Capgemini, nous puissions exploiter le plein potentiel d'une startup ou lui fournir le véhicule de passage à l'échelle. Et donc, en fait, il n'y a malheureusement pas une manière de travailler avec des startups, il y a une manière par startup de travailler avec elles. Je vous prends un exemple qui est un exemple absolument passionnant avec Ascendance Light Technology, qui fait partie d'une des startups avec laquelle on a exposé par ailleurs sur plusieurs salons, dont le dernier Bourget. Ce sont des collaborations qui n'ont pas pris 2 mois. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à regarder des fois dans le rétroviseur et à regarder ce qu'on a pu construire en 12 à 18 mois. Donc, ça fait que l'urgence d'aller chercher du business et du passage à l'échelle au niveau de la start-up pourra conditionner aussi la façon dont on collabore. Plus on les prend early stage, plus c'est facile de savoir ce que l'on peut faire ensemble. Bon, je crois qu'on en parlera après du modèle économique, mais ce sujet, à un moment, de tordre aussi peut-être le modèle économique pour qu'il se fitte à celui avec lequel on travaille. Et quand on travaille avec Capgemini, c'est de l'intégration technologique. Donc, pour préparer les capacités de demain avec nos grands partenaires, on doit naturellement créer le cadre de confiance, savoir collaborer ensemble, avoir identifié les bons sujets, les comités de pilotage qui sont reliés chez nous à des responsables scientifiques et qui vont permettre, en fonction des indices de TRL, d'aller beaucoup plus vite et d'accélérer la connaissance de notre écosystème. Et puis ensuite, avec les COE, en lien avec la voix du client, donc les industries, tout ce qui va être manu, photo, life science, etc., de trouver le bon relais pour aller chercher un go-to-market ensemble. Tout ça, ça se construit et ça ne se fait pas en 2 mois. Ça se fait sur une histoire que l'on raconte
très tôt. Et je pourrais vous citer aussi SkyTeach, je pourrais vous en citer d'autres qui sont des startups avec qui on a collaboré très tôt. Et même quand on collabore tôt, les modèles économiques à trouver ensemble, le joint go-to-market n'est pas forcément facile. Il doit se fitter à chaque startup. Et c'est là la difficulté qu'on peut effectivement avoir. Mais tous les sujets qu'on traite fait qu'un intégrateur technologique comme nous a un terreau fertile extrêmement important, ne serait-ce que dans une journée comme celle-ci, avec la rencontre de dizaines et de dizaines de startups avec qui on a forcément quelque chose à faire. Est-ce qu'il serait possible que tu détailles ton cadre de confiance? Parce qu'une fois que le grand groupe a rencontré la start-up, qui a une volonté commune de faire quelque chose, en fait, c'est là où on se rend compte qu'il y a une vallée de la mort pas possible et l'initiative peut être tuée dans l'œuf. Est-ce que tu as une sorte de checklist où tu te dis si ça n'est pas réalisé, dans ce cas, ça ne sert à rien d'y aller parce que ça va mourir, voilà. Est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Alors, la checklist, elle est toujours aussi... On a des grands items. Le grand thème, c'est est-ce qu'un projet dans lequel on... Parce que si on parle de projets à quelques millions, ce sont des projets assez robustes, ça nécessite déjà, en résonance, une start-up qui est capable aussi d'adresser le temps nécessaire, et là c'est du temps long forcément sur certains de ces projets, à l'accompagnement des équipes CapG sur différents sujets d'adressage de compte, de réponse au RFP, au RFI. Enfin, un référencement, ça peut prendre, il peut y avoir 12 à 18 mois d'avant-vente. Est-ce qu'en embarquant une start-up dans ce processus-là, on est sûr qu'elle répond ? Alors après, dans la confiance intrinsèquement, donc c'est cette checklist de dire est-ce qu'on ne va pas trop solliciter la start-up, est-ce qu'on lui a bien mis en face les conditions et la visibilité du temps qu'elle allait lui prendre une relation sur un projet spécifique, parce que certains vont beaucoup plus vite, il ne faut pas non plus tout le monde, mettre tous les projets dans le même panier. Et puis il y a aussi cette capacité de se faire confiance dans le cadre d'un partage technologique. Ce qui prévaut dans la viabilité d'une start-up, c'est autant sa capacité à répondre, à déployer, autant ses brevets et l'ensemble de ce qu'elle a pu créer intrinsèquement et de ce qui fait sa valeur. Et dans cette exploitation commune, très vite discuter du modèle économique. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que si le rapport business n'est pas tout de suite discuté, et là, on a une vision très entrepreneuriale du sujet. On est très factuel sur ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on doit faire, comment on peut tordre notre modèle. Ce sont des sujets qu'on aborde dès le départ. Et c'est un peu comme le pacte associé des entrepreneurs au départ. Et à un moment, il n'y a pas de questions sans réponse. PQC, je ne sais plus comment l'abréviation, mais en tout cas, on se pose toutes les questions tout de suite de manière à ce qu'on ait un terrain contractuel qui soit extrêmement clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'évoluera pas, ça veut dire qu'à date, il est clair. Et puis ensuite, quels sont les people qui vont jusqu'au bout. Et donc, coordonner tout ça, c'est principalement sur les centres d'excellence que ça se pose, mais le people est déterminant dans la qualité de la relation et l'envie de construire quelque chose ensemble. Et on n'est clairement pas impersonnel en interne. On travaille avec des êtres humains, des vrais gens, qui, bien qu'on parle de grands groupes et de tout ça, derrière, c'est une volonté de construire quelque chose avec des personnes. Et ça change tout. Donc il y a autant la techno qui nous intéresse parce qu'on pourra en faire de belles choses pour certains de nos partenaires. Il y a autant aussi les personnes qu'on a envie d'embarquer dans ces accélérations pour construire quelque chose qui transformera inévitablement les clients sur lesquels on travaille et les projets qui nous embarquent, souvent par ailleurs sur du long terme. On est vraiment sur des sujets qui sont plutôt, nous, sur du temps long. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer du point de vue de la start-up. Donc Alexandre, pour simplifier tous ces processus de collaboration et éviter les blocages, est-ce que tu as des pistes, des axes à nous transmettre sur tout ce qui est lié à la gouvernance, processus et autres ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je crois parce que ça nous est arrivé 2 fois, la première des choses déjà à ne pas faire, c'est d'essayer de masquer la complexité du travail avec une start-up. Ça a été un réflexe assez souvent de se dire finalement je suis un groupe, je n'ai pas trop travaillé avec une start-up, donc je vais prendre quelqu'un qui va faire mon firewall entre les deux. Et souvent c'est une entreprise externe de service ou autre. Alors ça c'est vraiment la pire des situations. Donc c'est vraiment à ne pas faire. Parce que pour nous, ça masque complètement le besoin final, l'attendu, le temps, t'en parlais un peu, c'est-à-dire que c'est super important de savoir dans quoi on s'embarque. Voilà,
qu'est-ce que ça va nécessiter comme investissement, combien de temps ça va durer, quel est le potentiel à la fin. Enfin, voilà, parce que la décision, on va la prendre par rapport à ça. Donc le firewall, c'est surtout pas la bonne idée pour fonctionner. Après, ce qu'on voit assez souvent, alors je crois pas trop à l'adaptation des process, parce que souvent les process dans l'entreprise, pour les adapter, enfin, je veux dire, ça dure des années, voire c'est pas faisable. Je crois plus à des pôles innovation. Voilà, des structures particulières qui peuvent être montées pour travailler avec des entreprises plus petites, parce qu'elles vont avoir cet effet un peu de traducteur, tout en restant au sein de l'entreprise. Donc ça permet de traduire un peu toute la complexité, toute cette asymétrie dont je parlais en début de table ronde, et de dire, voilà, nous simplifier un peu l'accès, d'amener les bonnes personnes au bon moment, d'expliquer le temps, parce que souvent, et je rejoins aussi, c'est une histoire d'humain, donc on a besoin de comprendre, on a besoin de se comprendre, et pour se comprendre, chacun parlant sa langue et pensant que l'autre le comprend, et on a besoin quand même d'avoir cet effet de traduction, de nous expliquer voilà, quels sont les contents d'une start-up, pourquoi sur certains projets on ne peut pas y aller, et pourquoi on aimerait y aller pourtant, mais pourquoi on ne peut pas y aller, souvent une histoire d'investissement qui est un peu trop long et arrivé, qui n'est pas assez lissé, mais aussi d'avoir la traduction qui vient du groupe pour nous expliquer ces contraintes, pourquoi des fois il va y avoir justement des stops et qu'on va devoir attendre, parce que plus on anticipe, plus c'est dit, moins il y a de non-dit, plus c'est simple à gérer dans le temps, et plus généralement c'est une réussite. Merci. Donc on comprend donc que la gouvernance et la confiance sont vraiment les piliers de la collaboration Startup Grand Groupe, et toujours avoir en tête qu'il faut parler business, modèle économique en premier. Et la techno, c'est bien, mais aussi le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble sur la partie business. Une fois que le grand groupe a trouvé la start-up, donc il y a tous ces processus qui sont réalisés en amont, puis il y a un POC qui est réalisé, mais pour passer d'un POC à un déploiement, il y a encore une autre vallée de la mort. Et là-dessus, est-ce que Mathieu, tu as des conseils pour une start-up, comment faire pour qu'elle puisse, au travers d'un grand groupe, passer juste d'un POC à un déploiement, puisque sachant qu'un déploiement, il peut tout de suite y avoir, dans ton cas, pas 400 000, mais peut-être 20, 30 000 par BU de déploiement, alors qu'un POC, c'était à quelques dizaines de personnes. La vallée de la mort, ça m'associe beaucoup finalement à tes réponses. Donc, je vais encore rebondir. C'est vrai que le passage à l'échelle, alors j'ai une chance inouïe, il faut dire ce qui est, c'est que l'équipe que je dirige est scindée en deux. La première, c'est celle qui s'occupe de penser les capacités plutôt long terme. Qu'est-ce qu'on va faire, sur quelle industrie, avec quel compte, quels sont les sujets d'intérêt commun qu'on peut avoir à 2, 3, 5 ans. Et ça, ce sont des sujets qui nous permettent très vite de rapprocher les étapes de recherche, d'innovation, de passage à l'échelle. Et quand on parle de passage à l'échelle, c'est le core business. Donc si on veut tout de suite adresser du core business, il faut déjà être robuste en termes de start-up. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la vue longue et qui nous permet très vite d'adresser les sujets. Deuxième équipe que je vais avoir, et c'est celle qui va tangibiliser justement ces preuves de concept, c'est les Engineering Labs, dont j'ai une équipe à Toulouse et une à Paris, qui, eux, sont chargés de prototyper physiquement les éléments en s'agrégeant des différents bureaux d'études, donc des squad teams dédiés vraiment à des sujets précis, électronique embarquée, analogique, etc. Enfin, des éléments où, quand on pense souvent effectivement Capgemini, on pense souvent à IT, etc. Il y a de nos labos, des voitures que vous voyez aujourd'hui dans la rue qui sortent des labos de recherche de Capgemini Engineering, par exemple, des interfaces cerveau-machine qui aujourd'hui sont en cours de déploiement chez des grands opérateurs pour le monitoring de l'attention en situation dangereuse. Enfin, il y a énormément de choses qui sont physiques. Et ces éléments-là, il faut les prototyper. Donc il y a aussi le fait d'assumer un coût, l'organisation d'une équipe comme celle-ci qui va prototyper. Alors j'ai un designer, je vais avoir un prototypeur électronique, j'en ai un qui est plutôt software, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend l'exemple, je ne pourrais pas citer son nom, mais d'un brasseur qui a besoin de surveiller les cuves de fermentation avec une variation d'un degré qui pourrait potentiellement faire une déviance de la palette aromatique de sa boisson. Naturellement, on va penser connexion à la cuve pour avoir une surveillance de la thermorégulation. Sauf qu'en fait, on ne va pas demander à cet industriel de renouveler intégralement son parc de cuves, si petit soit-il. Là, on a trouvé très rapidement, et ça nous a pris 72 heures à penser le concept et une semaine à pouvoir le prototyper, 4 jours à l'opérer sur place avec lui, et on avait un prototype qui était plutôt du rétrofit d'un appareil industriel bien pensé. On s'est dit que plutôt que de connecter et de valider
valider les écarts permanents entre une cuve et la température, qu'on allait regarder le thermomètre qui était sur la cuve avec un algorithme bien pensé qui permettait d'envoyer un alerting sur le système d'information, par exemple. Et ça fait partie des sujets où, là, c'est nous qui aidons un petit brasseur à effectivement travailler sur ces sujets. Et puis des fois, on va s'associer, comme c'est le cas avec une autre start-up, sur des problématiques de caméras polarisantes parce qu'on a besoin d'avoir des éléments précis sur lesquels on n'a pas ou peu d'expertise. Et donc là, on embarque quelqu'un très tôt dans notre processus parce qu'on pense que sur son périmètre cœur business, il y a des éléments qui sont intéressants. Et trouver l'accélération derrière, c'est aussi pour la start-up, des fois peut-être de tordre son modèle économique, de tordre son core business et pour tendre à s'intégrer dans les offres qui sont celles d'un grand groupe. Nous, on en a beaucoup des offres, naturellement, sur d'autres industries, sur plein d'industries, sur plein de secteurs, par compétences, par thématiques industrielles. Et une start-up aujourd'hui ne peut pas rester extrémiste ou jusqu'au boutiste sur son core business si elle veut, d'une manière ou d'une autre, chercher une accélération et une résonance dans sa croissance. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera pas sans nous, mais en tout cas, si elle veut travailler avec un grand groupe, il y a un moment ou un autre, il faut que chacun comprenne bien ce qui est cœur, ce qui ne pourra pas varier, là où il y a une proposition d'ajustement trouvable, là où on peut développer une offre qui n'existe pas dans un portefeuille, parce qu'il faut que toutes les offres soient complémentaires, et à quel moment on peut avoir une intégration. Donc bien comprendre le passage à l'échelle d'une startup avec un groupe, c'est aussi bien comprendre le modèle économique et l'offre de valeur dans laquelle on est en train de s'embarquer ensemble et faire en sorte que sur le périmètre fonctionnel attendu ou expertise, on soit extrêmement clair également. Et donc ces éléments-là, c'est après toute la facilité d'un groupe comme nous, parce que étant 400 000 et relativement bien organisé à travers le monde, quoi qu'on en dise, on peut avoir des accélérations extrêmement rapides et extrêmement vertueuses. Donc il faut aussi aller les saisir. Encore une fois, je reviens à ma première chose, c'est the problem is not the what, is the who, et qui aura porté le sujet de bout en bout. Et c'est souvent en regardant dans le rétroviseur qu'on se dit il y a un an, on n'en était clairement pas là. Et c'est parce que cette stratégie de petits pas nous a permis de mieux nous connaître, mieux travailler ensemble, définir l'IP, comprendre nos offres, voir où on pouvait s'intégrer en complémentarité et créer le transfert technologique aussi pour opérer la technologie de la start-up chez un de nos partenaires, qui sont des sujets qu'il faut adresser et qui permettent de passer à l'échelle. Ce n'est pas tout le succès que ça fait, mais en tout cas, ces conditions permettent à minima d'avoir des key success factors bien cochés. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment, en fait, il faut que la start-up s'adapte aussi aux grands groupes, par quitte à parfois tordre le modèle. Justement, ça va être intéressant d'avoir la vision d'un studio d'innovation qui est l'interface entre le grand groupe et la start-up. Il y a deux sujets dans la question. C'est qu'est-ce que tu préconises, donc Camille, auprès des grands groupes au sujet de leur gouvernance ? Et dans un second temps, c'est comment justement, face à un grand groupe, qu'est-ce que tu préconises aux startups pour éviter de se faire tordre le nez, pour éviter de subir des conditions parfois irréalisables et ou déséquilibrées ? Alors, je vais essayer de rien oublier dans cette question qui semble assez dense, dis donc. Bonne chance. Non, là où je suis d'accord avec vous, Mathieu, c'est qu'en effet, la confiance, ça se co-construit et ça se construit dans le concret et dans la durée. Peu importe la durée de la collaboration. On peut avoir des collaborations qui sont très rapides et des mises en place qui ont besoin de 2, 3, 6 mois et d'autres de 18 mois. Évidemment, quand on parle d'hardware, c'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, c'est de la co-confiance qui se co-construit parce que le point de rupture de la collaboration, c'est pas l'idée ou la techno qu'on va mettre en place, justement, c'est l'absence de perspective qui soit claire. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on demande à la start-up ? Qu'est-ce que le grand groupe peut accepter aussi ? Et puis ensuite, qu'est-ce que la start-up va mettre en place de son côté ? On va tester, itérer, s'adapter, mais en fait, si dès le départ, il n'y a pas de visibilité sur ce qu'on fait après et que du coup, le terrain d'expérimentation est ultra long et donc ultra consommateur en termes de temps, d'énergie et financier. Finalement, c'est pas très rentable pour la start-up où elles sont pas toujours à un niveau de rentabilité exceptionnel, voire pas. Donc, ni même pour nous, l'inverse est vrai. Voilà, mais bien sûr. Donc ça se co-construit. Et je pense qu'il y a 4 piliers qui sont importants. Je redis la même chose que tout à l'heure, mais le sponsor interne, il est fort, il est pour moi essentiel. Et parce que sinon, en fait, la startup, elle va se heurter aux murs de l'organisation qui sont nécessaires pour qu'un groupe international puisse fonctionner. Mais du coup, il faut un sponsor. Vous parliez de KPIs tout à l'heure, je ne peux que vous rejoindre sur ce sujet.
quels KPIs, qu'est-ce qu'on va aller mesurer? Est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Pas forcément, pas toujours. Est-ce qu'on parle d'efficacité, de satisfaction client, de process qu'on va mettre en place? En fait, peu importe, j'ai envie de dire, chaque KPI est propre à la collaboration. En revanche, on doit s'arranger sur ces KPIs et s'engager des deux côtés sur ceci. Et ensuite, on doit avoir ce qu'on appelle un peu un plan de déploiement conditionnel. Si ces KPIs sont atteints, qu'est-ce qu'on fait derrière? Que ce soit clair et qu'il y ait un engagement des deux côtés. OK, nous, côté startup, on accepte de passer ce temps, je ne sais pas, moi, 12-18 mois pour aller répondre à des RFP, etc. En revanche, derrière, on doit être le partenaire de prédilection, on doit être prioritaire sur ces sujets, etc., etc. Et puis tout ça, évidemment, doit être consigné dans un contrat. Nous, à School Lab, on a vu beaucoup de collaborations startup passer par des accords verbaux, oui, ce sera super, des mails, voilà. Et avec des startups parfois un peu naïves, qui se disent, oui, c'est comme ça va être super. Et puis, en fait, c'est pas ce qui se passe. Avec évidemment des délais de paiement qui soient réalistes pour la startup, et puis des clauses de pays qui soient équilibrées. J'ai entendu tout à l'heure cession de pays, j'avoue que je suis pas sûre d'être tout à fait d'accord avec vous, ça dépend des cas, mais en fait, c'est de se dire, la start-up apporte quelque chose, vous apportez quelque chose sur la table, et du coup, l'API peut être partagée. À quelle hauteur, de quelle manière? Ça encore, c'est des négociations, mais je pense que ça doit être équilibré et engagé. Et du coup, sur la partie de négociation, je vais réussir finalement à faire le lien. Comment la start-up elle peut s'exprimer face aux grands groupes? En fait, l'écueil de la start-up, c'est de devoir dire oui à tout. Le grand groupe veut travailler avec moi, donc je dois dire oui à tout. J'ai pas vraiment le choix. Ça n'arrivera peut-être qu'une seule fois dans ma vie. Et donc, la start-up va se retrouver à accepter des conditions qui vont clairement la mettre en danger. J'animais un atelier de négociation au PERCO, qui est l'incubateur de la région Île-de-France qu'on opère à School Lab. Et puis il y a une startup qui vient me voir et qui me dit, voilà, j'ai une collaboration, est-ce que tu pourrais relire le contrat, qu'est-ce que tu en penses? Et en toute franchise, j'étais effarée des conditions que j'ai lues, parce qu'à School Lab, je ne les accepterais pas. Elles me mettraient, moi, en danger en étant un groupe plutôt rentable. Et en fait, je trouve que c'est irrespectueux. Et en fait, c'est profiter d'une start-up qui n'a pas justement le cadre juridique légal pour aller du coup finalement faire de l'absorption. Et c'est plus une collaboration, c'est de l'absorption. On parle de CVC. Soyons finalement clairs sur le sujet. Donc je pense que côté start-up, et là je m'adresse aux entrepreneurs qui sont dans la salle s'il y en a, définissez votre minimum vital. Qu'est-ce qui est acceptable pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Quel volume de ressources vous pouvez mobiliser? Est-ce que vous refusez de céder? Et c'est la propriété intellectuelle. Si vous refusez de la céder, refusez de la céder, ou en tout cas rentrer dans une négociation. Arriver aussi préparé avec un package, on doit être prêt. En fait, on ne peut pas arriver en se disant je ne sais pas ce qu'ils vont me proposer, puis on verra sur le moment. Pas du tout. Vous avez un contrat type, vous avez une offre d'expérimentation, une offre de déploiement qui suit par la suite. Voici les coûts qui sont associés. Ne bradez pas vos coûts, parce que quelque chose d'affiché à 10 000 euros vaudra ad vitam aeternam 10 000 euros. Voire moins par la suite, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc vous ferez bien un petit geste. Donc si vous commencez à brader vos coûts, vous allez avoir du mal ensuite à faire accepter les vraies conditions et la vraie valeur de votre travail. Et du coup, le dernier point, c'est mettez en valeur votre valeur qui est unique. Vous n'êtes pas un prestataire low cost. Le grand groupe vient travailler avec vous parce que vous avez ce qu'elles n'ont pas. Que ce soit une agilité, que ce soit la techno, à la limite, peu importe, mais vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas. Et donc, vous devez vous mettre en avant parce que plus vous posez votre cadre, plus vous allez être respecté aussi par le grand groupe, parce que finalement, vous allez jouer sur le même terrain que lui. Oui, je sens que vous voulez répondre. Et dernier point, et ensuite je vous laisse répondre. En fait, s'affirmer, c'est pas rentrer dans un rapport de force, c'est une négociation. Et en fait, la négociation, c'est équilibré, c'est ça qui vous permet de prendre des décisions qui sont éclairées, de rester fidèle à votre ADN et surtout lucide. Donc, arrivez avec vos conditions. Ça ne veut pas dire que vos conditions, elles sont fixes et que vous n'allez pas bouger, mais vous avez, vous, le cadre que vous proposez, puis en dessous, normalement, vous avez votre marge de négociation, et puis ensuite, il y a là où vous n'irez pas. Merci. C'est un éclairage qui est intéressant, parce que c'est un éclairage qui met en évidence deux typologies de rapport avec les grands groupes. Le premier, qui est la start-up, a quelque chose à vendre, et auquel cas c'est un go-to-market, une relation d'ordre plutôt commercial dès le départ, et donc une capacité à répondre à un grand groupe et à sa capacité aussi à piloter des projets large échelle.
à la différence d'autres grands groupes, qui sont plutôt ceux sur lesquels moi je travaille, qui sont ceux qui font de l'intégration technologique. Et là, le rapport est totalement différent. Il n'est pas question de se dire on va choper l'IP, c'est pas le genre de discussion qu'on a, parce qu'on ne pourra pas remplacer une start-up qui, pendant plusieurs années, a travaillé, levé des fonds, fait sa croissance sur une propriété intellectuelle complexe, précise, ultra périmétrée. Tout notre intérêt à nous, c'est de savoir comment tirer profit de cette accélération pour construire un go-to-market. Et c'est totalement différent en termes d'approche. Donc j'en viens par contre au dénominateur commun. Une start-up, c'est pas une start-up. La personne qui représente la start-up doit à un moment assumer d'avoir des garde-fous. Il y a un core business, il y a un périmètre dans lequel on ne rentre pas, on ne touche pas parce que c'est l'ADN. Et ça, c'est plus rassurant de le savoir au départ que de le savoir une fois qu'on ne s'est pas compris. Donc c'est pour ça que dans les rapports que nous, on peut avoir, et c'est un grand avantage quand même, bien sûr, on achète des prestations des startups pour plein de sujets, très certainement le e-learning ou autre, je ne sais pas, je ne suis pas dans toutes les entités. Il y a énormément d'accélérateurs qu'on voit à plein de niveaux sur du serviciel chez nous en interne pour nous, pour notre propre efficience. En revanche, quand on parle d'intégration et de rapport aux startups chez nous, c'est vraiment un rapport projet, techno, people. Et dès qu'on est sur ces sujets-là, en fait, les conditions de succès, je paraphraserai un youtubeur en disant la question elle est vite répondue. On a par défaut normalement créé toutes les conditions avant. On n'est que sur l'établissement de règles qu'on a déjà fixées. Et donc l'évolution contractuelle, le relationnel et de relation avec elle, avec cette start-up, par défaut, il est normalement déjà acquis parce qu'on a initié des rapprochements très tôt. Et donc, c'est ces deux types de start-up, parce qu'on aurait tendance à dire, effectivement, j'ai déjà vu des contrats de grands groupes, mais parce que souvent, d'ailleurs, ce sont, pareil, de Woo, il y a un contrat générique type, qui est le contrat disponible dans le système d'information, exactement comme le NDA de base, et qui dit, c'est celui-ci. Parce que celui-ci, il est sécurisé, pour faire en sorte que, quelle que soit la personne qui en interne pourrait être amenée à l'utiliser, il n'y a pas de risque. Et la mesure du risque, croyez-moi, pour les grandes organisations, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que tout comme les startups, on peut aussi vaciller, et c'est normal, parce qu'on s'engage, et en s'engageant sur du delivery, une excellence, on doit naturellement y répondre. Et donc ça, il faut que ce soit ça. Donc par défaut, c'est vrai que ce type de contrat, et ça peut être l'exemple type, d'un adressage sans exec sponsor, d'une relation de deux personnes qui voudraient travailler ensemble, on prend le NDA ou le contrat de collab générique, et forcément le service juridique, quelle que soit la start-up ou quel que soit le grand groupe, ils vont vous mettre les ceintures bretelles sécurité, et effectivement, tout ce qui sera dit appartiendra à quelqu'un. Donc ces sujets-là sont souvent de l'ordre d'une mauvaise gouvernance initiée, qui amène toujours à la question qui pilote le projet, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble et comment on va intégrer la technologie. Voilà, je voulais juste rebondir sur ces deux entités de groupes différentes. Merci beaucoup. En dernière question, donc, Alexandre, donc là on a bien compris toutes les contraintes que peut avoir un grand groupe et comment la start-up peut y répondre, mais ces contraintes sont multipliées à l'infini quand il s'agit de hardware et plus seulement de software. Donc face à des clients qui ont tous des enjeux différents, toi de ton côté tu as une base technologique qui est ton hardware. Comment tu fais pour essayer de répondre à tous ces clients, sachant que ton hardware de base, c'est 1, 2 ou 3 produits, mais il n'y a pas une infinité de produits pour une infinité de cas d'usage et de contraintes que les clients peuvent avoir? Alors oui, effectivement, puis je vais répondre en même temps, enfin je vais réagir aux commentaires précédents. On fait du hardware, on a des produits sur étagère, commerciaux. On est bureau d'études, donc on fait du co-développement avec des entreprises. Puis il y a l'entre-deux, et c'est souvent l'entre-deux qui pose problème. L'entre-deux, c'est j'aime bien votre produit, mais il faudrait le bouger un petit peu, il faudrait le changer de form factor, il faudrait que ce soit plus gros, plus petit, qui puisse s'intégrer dans un véhicule, qui puisse s'intégrer dans une locomotive. Enfin bon, voilà. Ce qu'on va faire, et c'est souvent là qu'il y a des problèmes en fait où ça va chauffer sur les pays, parce qu'effectivement on est quand même sur un produit qui existe, sur lequel on va juste faire du form factor autour, donc c'est un peu plus compliqué dans la négo, et ça répond à la complexité aussi du hardware. C'est qu'effectivement le hardware aujourd'hui c'est un temps long, on n'a pas le choix. On sort d'une crise Covid en plus, il n'y a pas longtemps, où pour certains composants, et on en revient à notre souveraineté, on les achète essentiellement en Asie ou aux États-Unis, il n'y a quand même pas tant que ça en Europe, on pouvait attendre jusqu'à 2 ans. Donc quand on a ça,
on est bien obligé de réagir en termes de risque en se disant bon, ok, le Covid c'est terminé, mais demain il y aura peut-être autre chose. Taïwan, avec la Chine, voilà, risque géopolitique. La plupart de nos composants les plus intelligents viennent de Taïwan. Comment on fait? Comment on anticipe ça? Et on peut pas. Enfin voilà, on est aussi une petite entreprise, on ne peut pas surstocker, déjà parce que les composants, c'est une durée de vie, hein, si vous ne l'utilisez pas, c'est une durée de vie dans la boîte, donc si au bout d'un an, vous ne l'avez pas utilisé, vous pouvez le jeter. Donc voilà, il y a tout un tas de complexités à gérer, et aussi à ne pas tomber dans ce que nous demandent la plupart du temps les grandes entreprises, à faire une version par entreprise. Et ça, c'est un peu aussi un défaut français, de dire, bah, moi j'ai toujours besoin d'un truc un petit peu différent de celui d'à côté. Donc, en termes de hardware, c'est une catastrophe. Parce que ça veut dire qu'on maintient X produits et que X versions software dessus. Enfin, je veux dire, c'est ingérable, c'est sûr, on ferme la boutique. Donc, on est obligé de trouver des socles communs et d'essayer de s'appuyer dessus et de ne pas en bouger, en fait, parce qu'autrement, bah, c'est effectivement l'entreprise qui peut en pâtir, ou du moins qui va suivre les conséquences. Donc, d'avoir ces socles communs, d'essayer de se baser dessus, de les faire évoluer petit à petit, et que ces socles correspondent à des approvisionnements qu'on arrive à sécuriser et pour lequel on va avoir un petit peu plus de poids parce qu'on va avoir un peu plus de volume, on va avoir un peu plus de récurrence. Voilà. Donc ça, c'est une vraie complexité du hardware aujourd'hui. C'est vrai que dans le soft, ça n'existe pas. C'est facile, on fait une ligne de code, on la compile et c'est terminé, quoi. Merci beaucoup. Donc on arrive à la fin de la table ronde. Donc un grand merci. J'espère qu'on a tous pu vous donner des clés, des outils pratiques pour qu'une collaboration Startup Grand Groupe puisse être pérenne. Il y a le temps pour une question. Donc je ne sais pas s'il y a un heureux élu qui a envie de la poser. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour cette table ronde. Merci. Merci beaucoup.